Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, plusieurs institutions se mobilisent pour soutenir les militaires au front, les cadres et agents du FPI, de Codeco et d'autres structures apportent leur soutien au FRDC et au Wazalendo grâce à des contributions financières. Tous les détails seront présentés dans ce journal. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par la conférence de Munich. La situation des crises sécuritaires et humanitaires à l'est de la République démocratique du Congo était au cœur des débats. L'occasion pour le chef de l'État de faire passer un message direct et clair à la communauté internationale. Un reportage de Blandine Zovo, Faustin Massola et Serge Mwanza. La crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo était au menu des échanges à la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Il était temps, diront certains, car ça fait 30 ans que cette tragédie perdure à l'ombre de l'actualité mondiale. La communauté internationale doit avoir le courage de résoudre cette guerre dont l'origine est connue. C'est la volonté du Rwanda de piller les ressources minières de la République démocratique du Congo et d'étendre son espace vital à l'est de la RDC. Voilà en résumé le discours de vérité que le président Félix Tshisekedi a tenu devant 2 panels de décideurs et d'observateurs avertis ce vendredi à Munich. Si nous laissons aujourd'hui un pays redessiner les frontières de l'Afrique par la force, qui sera le prochain? Quel sera le prochain territoire contesté? Quelle nation subira à son tour les conséquences de ce dangereux précédent? Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo est un État souverain et comme tout État souverain, elle a le droit et le devoir de défendre son intégrité territoriale et de protéger son peuple. Face à l'agression qui nous est imposée, nous userons de tous les moyens à notre disposition pour restaurer la paix et garantir la sécurité de notre nation. Je le dis encore ici, nous n'accepterons plus que notre pays serve de champ de bataille aux ambitions prédatrices de certains de nos voisins. Nous ne tolérerons plus que nos ressources stratégiques soient pillées au profit d'intérêts étrangers, sous le regard complice de ceux qui se nourrissent du chaos. Bref, pour résoudre cette guerre, les dirigeants du monde connaissent la solution. Seul leur manque la volonté politique de mettre en œuvre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali. Ceux qui se taisent se mettent debout pour réagir. Parce que se taire, il risque d'être considéré comme être complice de la barbarie qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous ici qui a le moindre petit pouvoir, soit de passer un message ou soit de prendre une décision à son petit niveau, quel qu'il soit. Ce serait une contribution symbolique, une contribution qui apporterait peut-être des solutions au drame que vivent nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Concernant un éventuel dialogue direct avec le M23, le chef de l'État a été clair. Il s'agit d'un leurre et d'une option impossible. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et
il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement, j'allais dire, qui est vide de contenu. C'est en fait un supplétif du Rwanda. Le M23 est une sorte de paravent que le Rwanda met, mais en réalité, derrière, c'est l'armée rwandaise et donc le Rwanda qui se bat. La preuve de ce que je dis, c'est que dans le processus de Luanda en Angola, nous avons discuté avec le Rwanda. Si le Rwanda n'avait rien à voir dans ce conflit, pourquoi est-ce qu'il répondait aux invitations du facilitateur pour discuter avec la République démocratique du Congo? Et enfin, c'était aussi l'occasion de démasquer la vraie nature de l'AFC, l'autre composante de la rébellion. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Il y a donc deux composantes de la coalition qui attaquent la République démocratique du Congo. D'un côté, les terroristes du M23, une coquille vide et une marionnette du Rwanda. De l'autre, l'AFC, une création de Joseph Kabila. Voici les deux facettes du mal qui veut détruire la République démocratique du Congo. Mais ils ne réussiront pas leur œuvre macabre, car le peuple congolais ne se laissera pas faire. La défense de la patrie est un devoir sacré. Au deuxième jour de son séjour en Allemagne, le chef de l'État a échangé avec Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères. Le Royaume de Belgique est resté constant sur sa position suite à l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Encore une fois, Blondine Tovo et Faustin Massola. Retenez bien ce visage, car c'est celui du ministre européen le plus clair et déterminé sur la question des sanctions à prendre contre le Rwanda. Maxime Prévost, c'est son nom. Il est vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la Belgique. Il a été reçu ce vendredi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge de la conférence de Munich sur la sécurité internationale. Tout comme il l'avait fait récemment devant les parlements belges et européens, aujourd'hui en face du président Tshisekedi, le chef de la diplomatie belge a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo et a fermement condamné l'agression menée par Kigali et ses alliés terroristes du M23. Écoutez, j'ai souhaité rappeler au président Tshisekedi toute notre préoccupation par rapport à la situation à l'est du Congo, avec cette violation de l'intégrité territoriale du Congo que nous condamnons, et redit également notre indignation quant au rôle du Rwanda qui effectivement en sous-main vient soutenir le M23. La Belgique a de longue date condamné cette posture. Je le fais à nouveau et je veillerai d'ailleurs à solliciter qu'au-delà de l'indignation en parole, l'on puisse aussi joindre les actes par des gestes concrets. La démarche de la Belgique est loin d'être isolée, car l'on constate que l'option de sanctions ciblées contre Kigali convainc de plus en plus d'autres capitales européennes. Pour Maxime Prévost, il s'agira d'abord de déclencher la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec le Rwanda et ensuite d'annuler le protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'UE et le Rwanda. Du reste, pas plus tard qu'hier, le Parlement européen, dans une très large majorité, a adopté une résolution pour demander la suspension aussi de l'accord sur les minerais. Je pense qu'on doit pouvoir envisager une large palette d'actions et de sanctions. Et j'ai moi-même d'ailleurs demandé, dès lors que je suis également en charge, pas seulement des affaires étrangères, mais également de la coopération au développement, que l'on puisse analyser dans quelle mesure mettre un terme aussi au programme de coopération au développement
relations que la Belgique entretient maintenant avec le Rwanda, parce qu'il faut que la pression diplomatique, que la réaction internationale s'intensifie pour s'assurer d'un réel cessez-le-feu sur place. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu Richard Grenell, envoyé spécial du président américain Donald Trump en charge des missions spécifiques. Ces échanges ont porté sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Hôte du Parlement a clôturé la session extraordinaire convoquée pour proposer au chef de l'État des stratégies diplomatiques et politiques face à l'agression rwandaise. Le président du Sénat a appelé les sénateurs à faire face à cette agression. Janine Kalinga, reportage. À la clôture de cette session extraordinaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samal-Konde Kyenge, a rappelé le contexte ayant concouru à la convocation de cette session marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. En cette période critique, les conditions permanentes qui sont les nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations de l'État. L'appel à la mobilisation générale, la résistance et l'unité lancée par son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a toujours resté présent à nos esprits. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundianza, est revenue sur la matière abordée au cours de cette session. Les institutions de la République sont en train de travailler en synergie pour que notre pays puisse sortir de la crise dans laquelle elle est engagée présentement. C'est vrai, à l'appel du chef de l'État, nous avons eu l'Assemblée nationale et le Sénat à présenter des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie et notre politique s'en verraient vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est. Les sénateurs sont de nouveau renvoyés en vacances parlementaires et n'attendront que le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. Face à l'occupation rwandaise, la grande communauté Banyamulenge réaffirme sa volonté de contribuer au retour de la paix. Sa notabilité a rencontré le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, exprimant ainsi son adhésion à l'appel du chef de l'État en faveur du soutien au FRDC et au Wazalendo engagés au front. Un reportage de Bobo Anan Mokonzi. Face à l'affairisme et à la mission suicidaire de l'armée rwandaise et ses supplétifs des M23 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'Union reste la seule force pour vaincre cette énième provocation de Paul Kagame. L'entrée des rebelles du M23 et des forces rwandaises dans la ville de Goma a suscité des indignations au sein des différentes communautés qui composent la population congolaise, non sans épargner la communauté Banyamulenge. Ce jeudi, une délégation de cette grande communauté vivant dans l'est de la RDC a eu le privilège de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour le rétablissement de la paix et sécurité dans la zone occupée par l'armée rwandaise et ses alliés, le M23 AFC. Pour les représentants de cette grande communauté, tous les Congolais doivent signer pour bannir cette occupation qui a longtemps duré dans cette zone, mettant ainsi en mal l'unité du peuple congolais. Une façon pour elle de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Participons dans tout ce que nous devons faire pour essayer de défendre notre pays pendant son agression que nous subissons aujourd'hui. Nous avons nos compatriotes, les militaires, qui tombent sur les champs de bataille, armes à main, contre l'agression, les M23.
Le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a rassurés. Il va mettre un effort pour essayer d'apporter un changement. Très attentif, Maître Jekme Chabani les a apaisés davantage sur les mesures déjà prises pour la sécurisation de la population. Procès opposant la RDC au Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Lors de l'examen de l'affaire, les avocats rwandais ont tenté de faire déclarer la Cour incompétente, une requête vivement rejetée par les collectifs des avocats congolais. Rodépanda. Cette audience était consacrée au débat sur la recevabilité de la requête introduite par Kinshasa contre Kigali de Paul Kagame, à l'instar de la séance précédente qui était réservée à l'examen sur la compétence de la Cour. La défense du Rwanda a plaidé pour l'irrecevabilité de la requête. Le Rwanda a prétendu que la Cour n'est pas compétente et que la requête de la République démocratique du Congo doit être déclarée irrecevable. Et parmi les raisons avancées, ils disent que les victimes, s'il y en a en RDC, devaient s'adresser aux juges rwandais au Rwanda. Ils disent aussi que s'il y avait des droits de l'homme violés, mais parce que ça s'est passé en RDC, ce n'est pas normal, ça devait se passer au Rwanda. Et pour toutes ces raisons, ils prétendent que la Cour doit se déclarer incompétente. Nos avocats ont balayé tous ces arguments et ont démontré que ça risque d'être un incident vraiment fâcheux si la Cour ne se déclarait pas compétente et la requête de la RDC irrecevable. La Cour a accordé un délai de 8 jours aux deux parties à partir de ce jeudi pour reposer leurs notes de plaidoirie ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle ne rende sa décision. Au sommaire, en pleine mobilisation générale pour soutenir les FARDC et les Wazalendo, la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, apporte sa contribution à travers une récolte de fonds, un geste de solidarité qui s'inscrit dans l'élan national en faveur des défenseurs de la patrie. Reportage. La mobilisation tous azimuts prônée par le président de la République n'a pas laissé indifférent le réseau des femmes mandataires publiques. Ces dernières, comme un seul homme, ont décidé de venir en aide aux vaillants soldats de forces armées congolaises et aux combattants Wazalendo. Elles ont d'abord répondu à l'appel du ministre de la Santé publique pour un don de sang destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le deuxième geste a constitué à la contribution en faveur de la population de l'Est, des FARDC et des Wazalendo, soumis aux affres de la guerre. L'argent ainsi récolté a été versé dans un compte ouvert pour les FARDC et les Wazalendo à la CADECO, la Caisse d'épargne du Congo. La CADECO a été choisie pour sa notoriété au niveau national. Les femmes mandataires ont voulu par ce geste inciter toute la population à poser le même geste pour soulager tant soit peu les souffrances endurées par la population, les forces armées de la RDC et les Wazalendo à l'est du pays. Ce à cause de l'agression rwandaise. Une délégation des femmes mandataires composée des mesdames Maleka, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme, Francine Tchabantou, directrice administrative et financière à la Caisse nationale de péréquation, Kilolo Deo Gracias, administrateur au FOGEC, et Hélène Gakourou, directrice générale au FOGEC. Cette délégation a représenté les femmes mandataires publiques. À noter également la présence du DG de la CADECO et du rapporteur des Wazalendo. Dans cet élan de solidarité nationale à l'appel à l'effort de guerre pour soutenir les FARDC et les Wazalendo, c'est le tour du Fonds de promotion de l'industrie de se mobiliser. Alain Bikaï. Cette initiative intervient au sein du FPI quelques jours après la réunion entre les ministres de l'Industrie, Louatoum Kabamba, et les différents services sous sa tutelle.
Ayant apprécié l'idée du ministre, le directeur général l'a répercuté auprès du personnel de son entreprise. Cette contribution volontaire, je peux dire qu'elle est aussi incitative parce que nous devrions en tout cas partager nos problèmes, nos difficultés avec ceux qui sont à l'Est. Il faut que nous puissions les aider et j'inviterai tout le monde à participer à cette action. Il faut noter que cette contribution n'est pas obligatoire mais volontaire. Elle vise à donner les souffles aux FARDC et une offre de soulagement à la population du Kivu qui subit les atrocités de la guerre. Prêchant par l'exemple, le directeur général Bertin Moudimou et la directrice générale adjointe Diana Bassia Lalandou ont donné des contributions importantes. Ils ont été suivis par les directeurs et les agents. Le jeudi 13 février devrait s'étendre jusqu'au 4 mars prochain. C'est pour permettre aux agents et cadres qui n'ont pas contribué sur les champs de le faire. Les fonds de promotion de l'industrie répondent ainsi favorablement à l'appel du gouvernement de soutenir l'effort de guerre. Oui, dans le cadre du renforcement de la sécurité dans les Haut-Katanga, les commandants adjoints de la 22e région militaire en charge des opérations et du renseignement s'est rendu à Kasenga. Lors de cette itinérance, il a rassuré sur le maintien du calme et la stabilité dans l'ensemble de sa juridiction. Un commentaire d'Edith Ala. Pour assurer la sécurité dans le Haut-Katanga et anticiper sur toute menace à la paix, le commandant adjoint de la 22e région militaire en charge des opérations et du renseignement, le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, a effectué une mission d'évaluation sécuritaire dans le territoire de Kasenga, précisément au parc de Kundelungu. Dans ses activités, le général, soutenant la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a exhorté les militaires trouvés sur les différents postes de multiplier la vigilance, de travailler à la cohésion nationale et d'éviter de se confier aux réseaux sociaux pour ne pas tomber dans la psychose de la guerre psychologique planifiée par l'ennemi. Pendant son séjour dans cette zone, il a rencontré et échangé avec l'administrateur du territoire de Kasenga, le conservateur du parc national de Kundelungu et les différents commandants des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise. Dans l'ensemble, il rassure à la population que la situation sécuritaire est calme dans cette partie du Haut-Katanga. Pleine tourmente due au conflit, la situation des femmes et des jeunes filles demeure au cœur des préoccupations. La ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza, et l'organisation Leading Ladies se mobilisent conjointement pour apporter un soutien accru aux déplacés de guerre dans les Kivu en mettant l'accent sur l'assistance et la protection des plus vulnérables. Suivez. Au cours de ces échanges entre la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et la représentante mondiale des Leading Ladies of Africa, Slodi Zodwa Mogani, la protection des femmes, de la jeune fille et des enfants a pris une part essentielle. Madame Slodi Zodwa Mogani a dit à la ministre sa détermination à apporter son assistance aux femmes et enfants vivant dans les conditions inhumaines. Par rapport aux événements qui se sont déroulés ou qui continuent à se dérouler à Goma ces dernières semaines, étant la représentante de cette organisation mondiale qui se bat pour les intérêts des femmes et des enfants démunis, elle ne pouvait pas rester silencieuse et absente. Alors elle a choisi de venir s'enquérir de la situation de ces victimes de guerre à Goma personnellement et n'a pas trouvé meilleur endroit que d'aller s'enquérir auprès de la ministre des Sociales, Mme Aziza Mounana, qui a été la rééduquer sur la situation interne et de lui donner la vision du chef de l'État et la continuité. Donc, elle en est satisfaite. Leading Ladies of Africa est une organisation mondiale de défense des droits des femmes dans leur autonomisation avec comme partenaire privilégié les pays du BRICS. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, ne cesse de plaider pour la création d'un corridor humanitaire pour venir en aide aux déplacés des guerres dans le Grand Kivu.
Dans une volonté de modernisation de la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a signé un arrêté portant cadre organique du ministère de la Justice, ceci dans le but de renforcer l'efficacité et la rigueur de l'administration judiciaire. Nadine Kilocho signe ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le jeudi 13 février 2025 à la signature de l'arrêté portant cadre organique du ministère de la Justice. L'administration, c'est le pivot de l'État, c'est le socle d'une nation. Donc on ne peut pas là prendre tout et n'importe qui. De façon compétitive aussi, parce qu'il fallait ici démocratiser un peu l'accès aux fonctions publiques et faire en sorte que ça ne soit pas l'apanage d'une poignée de personnes, que ça ne soit pas le privilège accordé aux enfants d'eux, aux nièces, aux neveux d'eux, mais que tous les jeunes de la République puissent avoir une chance, mais sur base de critères objectifs, sur base notamment de la méritocratie. Pour le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, la signature de cet arrêté est une étape importante pour l'administration judiciaire après la tenue des États généraux de la justice. Nous avons également dans ce nouveau cadre déterminé de manière claire et spécifique les tâches, attributions de l'agent public de l'État affecté au niveau de la justice, mais également définir tout le reste de cadre de travail. Ce nouveau cadre organique devra constituer une nouvelle boussole de la modernisation de l'administration judiciaire en République démocratique du Congo. Ainsi, disposer des atouts devant favoriser la réglementation des services au sein de cette administration, pilier dans le processus de développement d'une nation. Dans le cadre de la modernisation administrative visant à améliorer le bien-être des enseignants congolais, Nadine Akopé se lance dans une révision de son système d'information. Un atelier d'état des lieux a été organisé pour évaluer et définir les besoins en matière de digitalisation. D'autres détails avec Lissé Tsenda. Comment digitaliser le système de gestion de l'information et de l'administration de la paie de l'enseignant congolais? La question est traitée dans un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale à travers la DINACOPE. Paycode, cette société implantée à Kinshasa et à travers le monde, spécialisée dans le secteur numérique, technologique et imprimante en partenariat avec Advanced Tech, est la solution à ce problème afin d'améliorer l'identification des enseignants et élèves congolais. Nous sommes là aujourd'hui invités par le ministère pour venir expliquer quels sont les outils que nous avons pour qu'ils puissent en fait les intéresser et les accompagner dans leur objectif de digitalisation. Et nous avons les outils biométriques, d'identification biométrique et de paiement basé sur la biométrie. On est intégré avec tous les systèmes du pays pour pouvoir en fait faciliter les paiements, que ce soit dans les centres urbains qu'à l'intérieur du pays. Ce système va donc permettre, selon le directeur des suivis paie de la DINACOPE, d'avoir un système informatique stable et efficace. Sur l'instruction de son Excellence Madame Lamineta, la ministre de l'Éducation, et avec l'accompagnement du directeur national de la DINACOPE, il a été demandé à ce que tous les experts de la direction du système d'information et quelques experts du cabinet puissent regarder de plus près le système d'information de la DINACOPE, essayer de relever les faiblesses et proposer des pistes de solutions en termes d'amélioration. Ces travaux qui se poursuivent en présence du directeur chef des services de la DINACOPE, Boniface Mbaka, doivent proposer des améliorations par rapport à ce qui existe déjà. Pour terminer, l'Université des Martyrs du Congo a signé un partenariat avec l'Université de Ngaoundéré au Cameroun sur l'échange des connaissances et l'encadrement des doctorants ainsi que des étudiants en master, une collaboration stratégique pour préparer la relève académique et renforcer la formation des futurs cadres. Alain Bekaï. Il est acquis le partenariat entre l'Université des Martyrs du Congo et l'Université de Ngaoundéré du Cameroun pour l'encadrement en thèse et master des chercheurs congolais. Un partenariat signé devant les représentants de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire empêchés pour des raisons d'État. 115 doctorants bénéficieront de l'accompagnement des professeurs de cette prestigieuse université camerounaise, sans omettre 45 étudiants master
Question de préparer la relève. Un partenariat salué par les conseillers de la ministre de la tutelle. Pour mener la recherche, pour assurer la formation, il faut avoir un niveau assez élevé. C'est pourquoi, à l'Université de Martinique, on a attaché du prix à former d'abord des enseignants. À ce moment d'évaluation du système LMD en République démocratique du Congo, c'est une occasion de partage d'expérience avec le Cameroun qui a déjà un pas d'avance dans l'application du système LMD. À son tour, le recteur de cette université qui encadre les orphelins des militaires des déplacés de guerre a trouvé les mots justes pour exprimer sa gratitude aux autorités de l'université de Gaoundéré et les autorités congolaises. Qu'est-ce qui nous a tiré vers l'université de Ngaoundéré? Le niveau d'organisation, le sérieux dans le travail, l'engagement personnel. Ça nous a beaucoup encouragé à nous approcher de cette université. En somme, cette université prend en charge gratuitement de la maternelle jusqu'à l'université les dépendants des militaires, policiers déplacés de guerre. Ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangolo, coordonné par Souzi Ngoï. La partie technique était assurée par François Kampiamba, Jean-Guy Seka, Émile Zola, Alain Ngalia. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30. Merci de l'avoir suivi.